Bonjour à toutes et à tous, je suis Fred Bendongué, vous souhaite la bienvenue sur ce podcast Conversation avec le hip-hop, destiné à celles et ceux ayant un rapport de près ou de loin avec la culture hip-hop. Culture dans laquelle ils y puisent matière à créer et à penser. Aujourd'hui, nous allons converser avec plusieurs invités. Ils sont danseurs hip-hop, breakers, lockers, poppers et bien d'autres styles qu'ils inventent encore. Ils sont originaires de Lyon et de Roanne. Ils ont des parcours qui se croisent, dont celui de l'autodidaxie, la professionnalisation de la danse, ou pas, mais leur réflexion, leur interrogation sur le hip-hop en 2026 les a réunis autour d'un groupe de réflexion dont je fais partie. L'objectif, pousser le débat autour d'une table ronde qui aura lieu au studio de la compagnie Fred Bendongué à Tarare le 13 juin 2026 dans le cadre de son festival Reconnexion. J'ai le plaisir de vous partager cet instant podcast avec Romain, Jalim et Benjamin de la table ronde. Conversation avec le hip-hop, c'est maintenant. Romain Meunier, Jalim Drac, Benjamin Prince, soyez les bienvenus à ce podcast. Merci. Vous allez bien ? Très bien, et toi ? Je vais très très bien, et puis ça fait plaisir en tout cas de vous retrouver autour de, je dirais pas cette table ronde, mais qui est le début de cette table ronde. Alors, on va faire un petit tour de table, si vous voulez, où chacun va se présenter à sa façon. Qui veut bien commencer ? Romain ? Allez, Romain. Je débute. Donc, Romain Meunier, je suis dans la culture hip-hop depuis plus de 20 ans maintenant. Ouais. J'ai commencé en ruralité, et ça j'y tiens, puisque du coup ça m'a permis d'évoluer en tant qu'autodidacte, de créer ce qui me semble moi être les valeurs du hip-hop, le rassemblement, le partage, créer une cohésion avec des gens qui venaient de plein de milieux sociaux différents. Et surtout dans une culture qui déjà à l'époque avait une connotation très citadine, très banlieusard. Et du coup en ruralité on était un petit peu isolé de tout ça, et pour autant cette culture-là elle nous parlait, et elle a réuni plein de jeunes. Et donc du coup je suis très très fier d'avoir eu ce parcours-là qui m'a permis d'évoluer en tant qu'amateur, d'avoir toutes ces valeurs-là que véhicule le hip-hop, et d'avoir eu même la chance de me professionnaliser là-dedans. Et Benjamin, la parole. Allez. Donc Benjamin Prince, ça fait aussi une vingtaine d'années que je suis dans la danse hip-hop, pareil en milieu rural, donc dans des villes comme Privas, Montélimar, Dromardèche. Je rejoins beaucoup le discours qu'on vient d'avoir, une grande fierté aussi de passer par ce système un peu autodidacte, mais qui est aussi un peu obligatoire dans le parcours. Ce sera très intéressant peut-être de revenir par la suite sur ça, ou même on va en parler de la transmission, etc. Tout à fait. Moi, dans mon parcours, j'avais cette envie de professionnalisation, et donc je suis allé à Lyon. Je suis lyonnais de base. Donc j'ai déménagé en Ardèche quand j'étais petit. Je suis revenu à Lyon pour mes études, et j'ai poussé donc moi plus le côté scène, et donc la danse hip-hop. Je suis allé dans un secteur d'études, donc j'ai pris art et lettres avec une option danse, donc c'était à Lyon 2. Lyon 2. Moi ça m'a permis ça justement, d'ouvrir ma danse, m'ouvrir un peu plus aux autres, voir ce qu'on faisait aussi en ville, et moi ramener ce que j'avais dans mes bagages dans mes bagages. C'est quelque chose aussi que moi, la culture hip-hop, je rejoins, où c'est quelque chose qui m'a permis de beaucoup partager avec les autres. En réalité, on se retrouve vite coincé dans le hip-hop en tout cas, et ce qui peut créer aussi des petits groupes qui sont très intéressants de partage. Mais j'avais quand même ce besoin pour aller plus loin, donc d'aller en ville. Et grâce à ça, j'ai pu aller dans des compagnies universitaires, me développer, et par la suite encore continuer à rentrer dans les battles, etc. Mais je suis passé par toutes les bases, popping, locking,
break. Et je ne suis pas d'abord arrivé par les battles, et c'est vraiment la scène. Ah, par le qui m'a fait, hip-hop, par le hip-hop de scène, le hip-hop des théâtres en tout cas, par le hip-hop des théâtres. Peut-être un parcours moins commun, mais j'en reviens où sans aujourd'hui cet accès-là au hip-hop par MJC, mais aussi la scène dans les théâtres. Je pense qu'aujourd'hui, je n'aurais pas cet amour du hip-hop. D'accord. Et cette volonté aujourd'hui de me développer semi-pro ou pro. D'accord. Jalim, je prends le relais. Prends le relais. Eh ben, allez. Alors moi, c'est Jalim Drak. Je suis danseur depuis maintenant, pareil, presque 20 ans. J'ai commencé en 2009. J'ai commencé à la MJC de Mermoz Laïnec. Mermoz. Et en fait, pour la petite anecdote, en fait, j'ai commencé par pur hasard, parce que moi, j'étais footballeur avant ça. J'aimais le foot. Et j'étais pas prédestiné pour ça, mais j'étais vraiment engagé pour réussir entre guillemets dans le foot. Et en fait, voilà, en étant jeune, je peux pas dire qu'on n'avait pas vraiment d'activité, mais j'étais vraiment, je vagabondais un petit peu. À 13 ans, voilà, j'étais avec les amis, on traînait un petit peu. Il y en a qui chantaient déjà, voilà, il y en a qui dessinaient également aussi. Et donc moi, en fait, je suis passé par pur hasard avec mes amis à l'MJC pour m'amuser. Et en fait, on est parti au fond de la salle de l'AMC, de la salle John Kelly plus précisément, qui est la petite salle d'entraînement à l'AMC de Mermoz. Et donc du coup, en fait, on a ouvert cette porte et là, j'ai eu la claque. C'est là qu'à ce moment-là, j'ai su que j'allais danser, j'allais en faire mon métier. Parce qu'en fait, les personnes qui étaient dans cette salle, c'était les jeunes du quartier qui traînaient en bas du quartier. Et en fait, le fait de les voir faire autre chose que de traîner en bas du quartier et tout ce qui va avec, et ben ça m'a fait une sorte de révélation et je me suis dit en fait ils font pas que ça, traîner en bas du quartier. Et là je me suis dit là j'ai vu qu'ils faisaient des choses avec leur corps, les mouvements, tourner sur la tête, sur le dos, etc. Et là tout de suite j'ai flashé et je me suis dit c'est ça que j'ai envie de faire. Et du coup j'ai délaissé le sport, le foot en tout cas, entre autres pour la danse. Et donc pour mon parcours, j'ai participé à de nombreux battles en France, et en Europe aussi également. En Europe aussi. Et donc j'ai fait ça pendant peut-être 5-6 ans, 7 ans. Ah, quand même. Et après j'ai fait des street shows à Lyon, un peu de partout aussi également. Et après ça, vers 2018, je me suis plus professionnalisé, donc je suis plus monté sur scène en 2018. J'ai fait mes premiers pas avec Pokémon Crew, de 2018 à 2019 jusqu'à 2020. Et à la suite de ça, en 2020, j'ai intégré le Cirque du Grand Lyon, créé par Aspop, qui était directeur artistique à Las Vegas au Cirque du Soleil. Et donc du coup, pendant toutes ces années jusqu'à maintenant, jusqu'à mon arrêt, on va dire officiel, en 2025, j'ai dansé sur scène avec Aspop pour le Cirque du Grand Lyon. Donc voilà mon parcours assez rapidement. Et puis je crois qu'aussi, tu es l'origine aussi d'un podcast sur YouTube, une émission Confidence. Exactement, Confidence. Alors comment j'ai créé Confidence ? En fait, c'était pendant le confinement. C'est ça. D'où le jeu de mots d'ailleurs. Confidence, confinement. On pouvait plus danser, on était bloqués, tout le monde était à l'arrêt en fait total. Et donc du coup, je me suis dit mais j'ai fait une sorte de rétro-bac un peu de mon parcours et de ce que je fais. Et ça m'a permis de réfléchir concrètement à qu'est-ce qui manquait, entre guillemets, dans la danse. Nous, les danseurs, on danse, mais on ne parle pas. Et donc, je me suis dit, confidence, c'est le bon jeu de mots pour confier sa danse. Donc, l'interview, en fait, le principe de confidence, c'était de faire des interviews avec des danseurs et de raconter un peu à la parole qui était le danseur, parce qu'on savait à travers la danse qui était le danseur, mais concrètement, qu'est-ce qui cache, qu'est-ce qui confie au fond de lui, en fait, le danseur. Tout à fait. Et donc, du coup, Confidence, c'est parti de là. Donc, j'ai appelé un ami à moi qui s'appelait Yacine Nefzaoui, qui était caméraman, et je lui ai dit, écoute, j'ai ce projet-là, est-ce que ça te parle ? Lui, il m'a suivi, et on a lancé, à la fin du confinement, Confidence. Ouais. Voilà, donc j'ai été, pas le précurseur, mais j'ai été peut-être... Non, quand même, sur Lyon, moi, je pense que, voilà, en tout cas, sur Lyon, je connaissais pas du tout de concurrents directs. Ouais. Et après, j'ai vu que ça s'est bien développé, donc il y a eu ça a permis, entre guillemets, d'ouvrir la porte à d'autres émissions, et je trouve ça super. Et donc, du coup, voilà, Confidence est parti de là. Alors justement, il y a quelques mois, nous avons donc créé un groupe de réflexion qui comprend d'autres artistes de la région Rhône-Alpes-Auvergne, dans l'objectif de préparer une table ronde autour d'un titre principal, le hip-hop a-t-il perdu ses promesses émancipatrices ? Un titre qui fait référence à l'histoire au sens premier de ce mouvement et des dérives par rapport à sa source, et ceci pour soulever nos propres interrogations autour de différents sujets qui nous paraissent importants.
Parmi les différents sujets, il y a celui justement de l'enjeu de la transmission, de la connaissance, l'importance, comme je disais tout à l'heure, de réhabiliter de la mémoire dans les corps qui dansent, du rapport entre les artistes hip-hop à l'institution culturelle et artistique. Et en guise aussi d'enchaînement et d'introduction, j'aimerais vous lire 2 courts extraits du témoignage de 2 artistes issus d'un livre qu'on appelle « Décolonisons les arts » qui a été publié en 2018. Alors ces 2 artistes dont je parle c'est celui-ci exactement, et dont a participé aussi la metteur en scène Eva Doumbia, dont a été voir Djalim, la pièce Yash au théâtre de la Croix-Rousse. Récemment, je crois que c'était la semaine dernière. La semaine dernière. C'est ça. Donc elle fait partie en tout cas de ceux qui ont contribué à cet ouvrage-là et qui apporté aussi leur témoignage vis-à-vis de leur expérience en tant que metteur en scène, mais aussi de personnes racisées. Alors, ces 2 artistes dont je vous parle, je vous ai parlé, et j'aimerais vous citer 2 courts extraits. Il s'agit de la metteur en scène, non pas de Eva Doumbia, mais de Karima El Karaz, et du rappeur, mais également metteur en scène, que vous connaissez certainement, c'est Dede Kabal. On ne le voit pas trop sur les écrans radars, il est un petit peu on ne le voit pas trop sur les écrans radars, mais il existe. Alors, je commence par citer celui de Karima El Karaz. Je la cite. Les banlieues sont le fruit d'une histoire coloniale intrinsèquement liée à la constitution de la République telle que nous la connaissons aujourd'hui. Ceci a une conséquence sur les imaginaires, certes sur la jeunesse, mais surtout de celles et ceux qui mènent des actions culturelles tant du côté des artistes que des professionnels de la culture. Fin de citation. Et enfin, je vais citer maintenant Dede Kabal, à propos justement de la pensée coloniale. Je le cite. La pensée coloniale n'apprend pas de celui qui choisit sciemment de dominer, il le vide de sa substance. Ça, c'est clair. Alors j'ai choisi ces 2 extraits parce que je les trouve en résonance quant à l'évolution de la création dans hip-hop dans le spectacle vivant. Sinon, au théâtre subventionné, mais y compris aussi à certaines collectivités. Résonance aussi à la responsabilité des artistes hip-hop à entretenir cet imaginaire, à entretenir l'endurance et la longévité de ce rapport paternaliste et colonial qui a aussi édulcoré et vidé de sa substance la création hip-hop tout en fabriquant une esthétique d'État. Je trouve qu'il y a des magnifiques sujets, qu'il y a des très beaux lieux. On a la chance aussi, il faut reconnaître aussi qu'en France, on a la chance d'avoir des beaux lieux et un public qui malgré tout quand même est, j'ai l'impression, au rendez-vous. C'est vrai. Ça, faut le reconnaître. Ouais. Faut le souligner parce que ça, c'est sans eux, en fait, il se passe rien. Donc, c'est vrai qu'il faut absolument le souligner. Il faut pas oublier, même si on est toujours en train de souvent on se plaint. Soit le public est trop vieux, soit le public est pas assez populaire, il y a plein de choses à dire, mais dans la majorité des cas, les gens, je crois, aiment la culture, aiment les artistes. Donc il y a de la place pour s'exprimer, et ça déjà c'est une chance qu'on a en France. Et je pense que les artistes, on est plutôt quand même privilégiés dans ce pays où la culture a de la place. Maintenant il y a plein de choses aussi à dire. Et de mon expérience, les premières interrogations, c'est un peu questionner aussi la liberté de ce qu'on peut proposer. Parce que on a la chance d'avoir plein de lieux publics qui ouvrent les portes aux artistes, mais à la fois qui cloisonnent aussi l'espace de parole. Et voilà, c'est un peu les réflexions de ce que moi j'ai pu voir, vivre sur scène, où on est des fois un petit peu entre 2 chaises. Entre est-ce que je peux vraiment m'exprimer librement, ou est-ce que quand même il faut que je conforme certaines idées. Voilà, je trouve que l'espace, en tout cas de propos, j'ai l'impression que des fois il est un peu bridé quand même. Ah, il est bridé. Ouais, c'est important ce que tu dis. Il est aussi un peu bridé, bien sûr, c'est très important. Et toi, Djalim? Alors moi, je vais parler d'autre chose, mais je rejoins Romain sur quasiment tout ce qu'il a dit. Moi, je parle de bridage ou qu'on est bridé dans le sens où on a une certaine limite. Et une limite. Voilà, c'est-à-dire que on va être les danseurs, on peut être les danseurs ou chorégraphes ou autres, mais on va être limité à un certain niveau ou pour pas citer de nom, voilà, il y en a qui vont avoir plus de subventions que d'autres. Et c'est à ce niveau-là que je parle de limite.
Ça veut dire que voilà, on aura beau proposer ce qu'on veut, mais je suis pas certain qu'on ira au-delà de comment dire, pour atteindre un certain niveau de chorégraphie et d'avoir une renommée. Je suis pas certain qu'on aura les subventions nécessaires pour. Parce que ces subventions-là sont toujours retournées en tout cas vers les mêmes personnes, et c'est de là que je parle de limite. Ça veut dire que nous, on aura une limite qu'on ne pourra peut-être pas, ou un jour, en tout cas j'espère que ça va se casser, se briser cette limite, mais voilà, c'est ça que je veux souligner, c'est qu'on n'a pas cette capacité d'aller au-delà de cette limite. Il faudra se battre pour casser ce plafond et aller au-delà et vivre, entre guillemets, normalement, comme certains ont bénéficié de cette opportunité. Après, D'accord. Ouais. après, est-ce qu'on n'en attend pas un peu trop de l'institution ? Je ne pense pas qu'on... vas-y, je te laisse. Est-ce que justement, il faut pas... au pire, on fait, en fait. Parce que je pense que ce qui s'est passé pendant des années, c'est qu'on a attendu que l'institution fasse quelque chose. Le souci, c'est qu'après, là, on s'est retrouvé avec un petit vide. Bien sûr. Et aujourd'hui, je pense que si, au pire, on veut mettre en place des choses, si on veut critiquer quelque chose, mettre en avant ses idées, peut-être passer par... Si on propose à l'institution, elle ne veut pas, ok, on fait autrement. Justement, on parle que le hip-hop est censé se regrouper. Créons, entre guillemets, ce regroupement. Si ça crée du déplacement, tant mieux. Et il faut réitérer, je pense, à chaque fois la chose. Et petit à petit, aujourd'hui, là, maintenant qu'on ouvre la parole, il y en a plein. Moi, je sais qu'autour de moi, je discute beaucoup plus de plein de choses autour du hip-hop. Et énormément de gens ont besoin, en fait, de juste parler, de s'exprimer. Et parce que l'institution ne leur a pas forcément donné, mais certains l'ont donné. Moi, comme je l'ai dit au départ, je pense que sans l'institution, j'aurais pas eu cette envie de me professionnaliser dans le hip-hop. Mais à la fois, j'ai aussi conscience qu'elle a ses limites, que c'est aussi à nous de pousser les choses, d'aller chercher. Et ce qu'on fait, même là aujourd'hui, où il y a cette idée de... c'est vraiment une question ouverte de dire est-ce que quelque part moi je pense en toute sincérité, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis aussi, mais est-ce qu'on a le poids d'aller chercher par nous-mêmes les choses, dans le sens où oui, si on s'unit, on peut faire des choses énormes, je pense que mais on sera toujours limité par cette institution qui va toujours nous brider en nous disant que non, ça c'est nous. Il y a une résistance de ce côté-là. Il y a une résistance de ce côté-là. On est toujours maintenu entre guillemets la tête sous l'eau, dans le sens où si tu fais un truc qui est super et que les gens veulent aller voir, tu auras toujours ce truc qui va te permettre d'être embêté, tu vas toujours être titillé. Tu seras jamais, le boulevard sera jamais facile. C'est ça que je veux dire. Tu ne seras jamais ouvert. Ou bien, il y aura toujours un truc qui va te... voilà. Ou alors c'est que tu auras peut-être fait des concessions. Justement, on va écouter le propos, et ça va certainement résonner, Djalim, le propos d'un homme qui s'appelle Jean-Pierre Thorne, et qui était, parce qu'il est décédé au mois de juillet dernier, réalisateur et militant. On disait de lui qu'il était le passeur de culture des quartiers populaires. Mais peut-être que vous l'avez croisé parce qu'il a réalisé trois opus autour du hip-hop, et notamment deux en région lyonnaise. Ça s'appelait Le Move des Up, dont j'ai participé, et Faire kiffer les anges. Et dedans, on retrouve pas mal de pionniers de la région lyonnaise. Et puis le troisième opus, c'est sur 93, Belle et Rebelle. On est beaucoup plus musical, mais c'est vraiment génial. On va l'écouter et puis on va revenir sur cette discussion parce que ça va certainement résonner. On l'écoute, ça dure 1 minute à peine. Comme moi, j'ai démarré sur le hip-hop, vous voyez que les chaînes de télévision disaient que c'est de la sous-culture américaine. Moi, je croyais au contraire que voilà, c'est une culture profondément enracinée qui parle de la jeunesse de ce pays. Et donc, pour moi, c'est la culture d'aujourd'hui, tout simplement, et qui bat en brèche justement toute cette culture élitiste, blanche. Il y en a marre, quoi. Il y en a qui tient tout le terrain et qui ne voit pas qu'à côté, la France s'est transformée depuis 20 ans, depuis 30 ans. On ne peut plus parler de la France simplement avec ce qu'on a dans les opéras des centres-villes ou dans les salles de cinéma des centres-villes. Il faut bouger, il faut être avec son temps. Et on a là une jeunesse qui dit « j'existe » et qui a des valeurs à défendre et une fierté. Comme le dit Ded Cabal à la fin du film, « soyons indépendants, virulents et fiers ». Soyons indépendants, virulents et fiers. Ded Cabal. Donc, ce qu'il vient de dire,
la résonance quand même un peu, hein, ça fait écho un Bien peu sûr, avec ce que tu ça, dis. Ça fait écho, ça fait ressemble- totalement écho, mais c'est sûr que voilà, tant qu'il y aura cette limite, entre guillemets, comme il l'a dit dans ce qui vient de passer à l'instant, voilà, il y en a qui sont au pouvoir et qui restent, entre guillemets, au pouvoir et qui pourront pas, qui voudront toujours nous laisser à Est-ce cette qu'on n'est pas limite, toujours tu vois. dans un rapport de classe dominante sur une Bien classe sûr. Après, voilà, je dominée. dis Parce que limite parce que je le veux hip-hop, pas, c'est voilà. ça, il a incarné ça quand même, on a représenté ça aussi, cette classe sociale-là, ce rang social-là, qui est la Bien classe sûr. ouvrière, Bien sûr. et qui est complètement aussi, dont le hip-hop est lui complètement ancré dans des luttes sociales, mais de classe aussi. On est en Et quelle donc, année, est-ce que Fred, finalement, ça reflète pas ça encore? On n'est pas constamment encore dans dans ce clivage-là, en tout cas, de C'est lutte ça. des classes. Et tu dis, Et on est en quelle année sur ce on est dans les discours-là années 2000, je crois. D'accord. Donc ça répond, je pense, à une partie de la question. Hein. C'est ça, C'est exactement. que comme on le dit souvent, voilà que ça recommence. Et 20 ans après, C'est toujours pareil. voilà, on a toujours ce plafond de verre, quoi. Donc Et c'est 20 qu'il y a ans quand après, même... c'est toujours les mêmes qui prennent des subventions aussi. Je veux pas citer de nom parce qu'après voilà, ça va faire polémique. Quand tu dis c'est les mêmes, tu veux parler de quoi, de chorégraphes? Je parle de scène. Là, on parle des institutions qui gèrent, Ouais, bien sûr. qui gèrent Ton micro. le monde du spectacle et de la scène. Et en tout cas, pour parler de Lyon, c'est souvent les mêmes qui ont les mêmes subventions. Et ça, en fait, si on n'en parle pas, ça bougera pas. Et quand je parle de limite, je parle de ça en fait. Ça veut dire Ouais. que toutes les jeunes compagnies qui sont autour, qui Ouais. galèrent, qui vont galérer depuis des années, parce Ouais. qu'avant d'être chorégraphe ou pas, après sauf si tu as la chance d'avoir l'œil aiguisé, entre guillemets, mais avant d'être chorégraphe, tu étais danseur. Ouais. Et donc quand tu étais danseur, tu as eu un parcours, tu as galéré, etc. Donc tu te dis, la suite logique c'est d'être chorégraphe, de transmettre mon savoir et mes idées et de retransmettre sur scène tout ce que j'ai appris, entre guillemets, ou peu importe. Et donc ça, en fait, quand tu arrives à ce stade-là d'être chorégraphe et que tu te dis, bon, là je vais avoir des subventions, je vais pouvoir avoir des aides. Mais on a des aides, hein, je suis pas Oui. en train de dire de D'accord, cracher sur la ça s'arrête, soupe. Absolument, On absolument. est quand même absolument. en France, on est bien, Oui, on a ça, ce qu'il faut. Il y a d'autres pays où il n'y a pas ça. Mais les aides sont plus reversées à des compagnies, en tout cas renommées, qui en bénéficient. Et pour moi, qui sont un petit peu égoïstes parce que voilà, faudrait peut-être aider les plus jeunes, ceux qui cherchent à se développer et qui sont à la limite et qui veulent casser cette limite. Si ça fait 20 ans que tu es là et que tu manges et que tu donnes pas un peu de pain à tout le monde, même si t'en donnes, parce que c'est vrai qu'il y en a, c'est des usines, des gros qui ont des 15, 20 spectacles qui tournent font et qui font travailler. travailler. Je crache pas sur la soupe, Non, mais je suis faut pas que en ça train de dire circule. que voilà, mais il faut que aussi les jeunes puissent, les jeunes ou les moins jeunes, payer leur compagnie, pouvoir bénéficier de ces subventions, pour pouvoir s'y grandir développer, aussi, oui, et oui, pouvoir Oui, parce que pareil. ce sont des moyens de production Voilà. aussi artistiques. Une On a équité, besoin un aussi, partage. d'avoir une Tu parles équité, d'équité, voilà. donc on revient Si- sur des valeurs qui sont importantes, Voilà. qui est liées Voilà. quand même à la culture hip-hop. Ça, en fait, c'est ça ce que j'ai bien compris, mais ce que j'entends, vous me dites si je me trompe, c'est qu'en fait, c'est pas parce que on rentre dans les théâtres, on met les deux pieds dans le théâtre, qu'il faut se détourner des valeurs culturelles du mouvement hip-hop. Bien sûr. Vous parlez d'équité, Oui. vous parlez d'égalité, il faut que ça circule. Oui. Et ça fait partie complètement. Tout à l'heure, on parlait du je dans le nous. Je suis parce que nous sommes. Et que la célébrité, en fait, aussi, elle se fait pas toute seule. Seul, bien sûr. Elle se fait pas toute Bien seule. sûr. On se fait la courte échelle. C'est le hip-hop aussi. On se fait pas tout seul dans le hip-hop. Et pour ces lieux institutionnels, je le crois, font de leur mieux. Enfin, voilà, je ne remets pas en doute du tout la volonté de proposer quelque chose avec différents horizons. Quand on propose du hip-hop dans son lieu, on ne le prend pas que pour sa forme. Voilà, je pense que Exactement. c'est pas parce que je programme une pièce hip-hop que c'est bon, j'ai partagé la culture dans son ensemble. Non. Ouais. Parce que dans le hip-hop aussi, peut-être que ça serait bien qu'il n'y ait pas toujours les mêmes acteurs. Exactement. Oui, il faut pas Et chercher ça la vaut pour moralité toutes les dans ce sens-là. disciplines, hein, pour Oui, le oui, théâtre, oui. pour la musique, Ouais, pour oui. tout. Bien sûr, Oui, il bien ne faut sûr. pas chercher de la moralité dans ce sens-là. Et on parlait du hip-hop actuel qui se fait aussi beaucoup, et c'est là que je voulais en revenir après dans notre discussion, mais avec les réseaux sociaux, qui créent aussi d'autres problèmes tout autour de ça. Mais aujourd'hui, peut-être l'un des moyens, pour revenir un peu à l'institution ou quoi, l'un aussi des moyens d'ouvrir la parole, et je pense que c'est peut-être pour ça que là en ce moment on voit beaucoup de choses émerger. Moi je pense que ça vient aussi des réseaux sociaux, qui est une culture jeune comme le hip-hop. On parlait que là c'était autour des années 2000, l'arrivée justement de toutes les nouvelles technologies aussi en France. Donc je pense que ça rayonne aussi autour du hip-hop, et que c'est aussi aujourd'hui un des gros moyens, un des gros facteurs qui fera que on peut s'émanciper
S'émanciper, ouais. Grâce, même si les réseaux sociaux apportent tout un autre problème aujourd'hui qui est actuel, ça apporte aussi, je pense, beaucoup dans le questionnement, les questions des autres et la réflexion de l'art en général et pour nous ici, la danse hip-hop. Eh ben écoute, moi j'ai l'impression, Benjamin, que tu auras peut-être le dernier mot parce que tu viens de repréciser, parler d'émancipation, c'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui finalement il faut penser à renouer avec ces promesses émancipatrices du hip-hop pour pouvoir à chaque fois essayer de se retrouver dans ce monde-là qui est celui de la culture, le monde de la danse, des arts, et sans forcément se fourvoyer, sans forcément essayer de tout monopoliser et de rester toujours attentif en fait au reste et de penser qu'on n'est pas seul, qu'il y a toujours un regard aussi sur les autres parce qu'on fait avec les autres. Il y aura beaucoup de choses à dire pendant la table ronde. Il y aura pas mal de choses à dire. Il y a pas mal de faire choses, attention. je pense que là... Il y a beaucoup de choses à dire et puis à échanger aussi avec le public parce que on aura la réaction aussi du public et ça va être très intéressant. En tout cas, Djalim, Benjamin, Romain, moi je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir participé à ce podcast et puis alors, je vous dis surtout aussi à très vite et vraiment merci beaucoup encore. Merci à toi. Vraiment, merci à toi. Merci. Quant à moi, aux éditeurs et aux éditrices, aux zébrés, je vous dis à très bientôt.